Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Romain. Bonsoir. Bienvenue dans cette vidéo de questions-réponses si vous désirez tout savoir sur les voyages astro. Voilà, c'est la deuxième édition. On a eu le plaisir d'avoir Romain déjà jeudi dernier, c'était jeudi? Oui, c'est ça, jeudi, si je ne me trompe pas. Voilà. Et je ne t'ai pas branché dans mon micro. Ça commence bien. Donc j'ai mes écouteurs dans les oreilles, mais il ne sert à rien. Je vais te brancher un petit peu mieux. Bonsoir Emmanuela. Bah, c'est rigolo parce que tu vois, je viens juste de mettre ta question de la dernière fois de côté. Enfin, si c'est bien toi, bien sûr. Bonsoir Jacqueline, bonsoir Sylvie. Oui, Emmanuela a commencé la formation. Donc, pour ceux qui ont commencé, effectivement, comme vous avez pu le voir, le premier module est beaucoup plus théorique. On commence à aborder le thème du voyage astral, de la sortie hors du corps. Et plus vous allez avancer, plus vous allez rentrer dans la pratique, dans les techniques. Vous verrez qu'il y en a différentes. Donc, merci Aurélie, c'est gentil. Emmanuel, elle a demandé s'il y en a qui ont commencé la formation et qui arrivent déjà à faire des voyages astro. Est-ce que oui, ou est-ce que certains ont déjà fait des voyages astro ou des sorties du corps même avant la formation? Et voilà, donc Annika, est-ce que les sorties de corps peuvent-elles amplifier nos capacités psychiques, c'est-à-dire nos dons de médiumnité? Alors, effectivement, il n'y a pas d'études pour le montrer, mais je remarque dans l'entourage, avec divers témoignages, que certaines personnes le disent. Et moi-même, effectivement, j'ai commencé à avoir des prémonitions de cette manière. J'ai aussi commencé à développer légèrement, mais très très léger, ce qu'on appelle le remote viewing, la vision à distance. Mais bien sûr, c'était juste dans de très rares cas, après des sorties hors du corps, où je me rendais compte dans la journée après, en faisant quelques tests, que j'avais réussi à me projeter et de décrire, par exemple, dans la rue, les voitures qui étaient rangées l'une derrière l'autre, la couleur et tout ça. Mais c'était des moments assez furtifs. Et il y a d'autres personnes qui témoignent effectivement aussi d'avoir développé la vision à distance, le remote viewing. Et je pense notamment à un cas assez connu qui s'appelle une personne qui s'appelle Nicolas Fraisse, qui avec toutes ses sorties a commencé aussi à développer encore plus ce phénomène de vision à distance. D'accord, ok. Donc vraiment, ça agit sur nos perceptions extrasensorielles. Je pense qu'effectivement, le fait de faire cette gymnastique de l'esprit et de stimuler l'activité de la glande pinéale, la vision du troisième œil, ça permet justement de développer tout ça. Logique. Et puis, c'est aussi la perception du fait qu'on ne soit pas simplement un corps physique et qu'on soit bien plus qu'un corps physique. À ce moment-là, ça permet aussi justement de s'ouvrir à l'invisible. Merci. D'accord. Alors, est-ce que nous sommes habillés d'une couleur lors d'une sortie hors du corps? Bravo. Alors, les vêtements, tout ce qui est d'ordre, le raisonnement, on va dire, très terrestre et physique, par moment, on le perd en sortir du corps. Et pour certaines personnes, vous allez le garder. Donc, certaines personnes vont sortir et vont se dire « Ah, je porte les vêtements que j'avais sur moi dans mon lit ». Et d'autres vont pas du tout y faire attention. D'autres vont voir, au contraire, un corps un peu translucide ou énergétique. Tout dépend aussi du degré de la vibration qu'on a. Donc, au niveau des couleurs, des vêtements, tout ça, c'est très, très aléatoire. C'est étrange ça, parce que je veux dire, on n'est pas avec les vêtements et le corps astral n'a absolument rien à voir avec la matière. Donc, comment ça se fait que tu te projettes avec des habits? C'est selon moi le corps mental. En fait, on a les différents corps, le corps physique, le corps éthérique. Ensuite, l'astral est émotionnel et derrière, il y a le corps mental, etc., etc. Et quand on part, on va partir avec le corps astral et tous les différents corps qui suivent derrière, donc dont le corps mental. Et quand on part lors d'une sortie, selon justement notre degré de conscience, notre niveau de conscience, on va par moment raisonner justement totalement avec le mental et se dire, donc dans la reconstruction au niveau créateur, vu qu'on est sur un plan totalement créateur, on va à certains moments justement influencer tous des corps par le mental, mais on n'en est pas conscient. C'est ce qui fait que, par exemple, que certaines personnes, pour se déplacer en sortir du corps, alors qu'on peut le faire en un claquement de doigts par une simple téléportation directe, certaines personnes vont essayer d'utiliser, sans s'en rendre compte, des moyens de locomotion classiques. Ils vont chercher, lors de la sortie, une voiture. Alors, ils peuvent la créer, mais en fait, ils sont en train de perdre un temps énorme pendant la sortie pour essayer de se déplacer d'un point A à un point B, alors qu'il n'y a pas de réelle géographie dans le sens terrestre du terme. De la Terre à la Lune en voiture, ça met un peu de temps quand même. Exactement. Ça met beaucoup de temps. Voilà.
Raphaël dit les liens ne sont pas encore disponibles dans la formation. De quel lien parles-tu, Raphaël? Oui. Je veux bien voir de quel lien. Alors, effectivement, il y a certains liens, par contre. Ah oui, alors je vois de quoi il parle. Parce que j'ai pris certaines vidéos, donc j'ai fait des découpes, différentes découpes, et j'expliquais que certaines personnes peuvent retrouver, par exemple, ce que j'ai créé, ça s'appelle un réveil pratique, qui permet de nous réveiller à certains moments de la nuit quand on est dans un état propice. Ces liens-là, effectivement, vous allez retrouver dans les différents modules. Pour l'instant, je dirais vous n'y prêtez pas attention parce que tel que j'ai structuré la formation, j'ai structuré vraiment d'un certain ordre pour que les gens fassent dans l'ordre. Mais vraiment, ça va venir. J'ai eu beaucoup de travail ces derniers temps. J'ai pas eu le temps de rajouter ça dans les descriptions, mais je vais le faire effectivement. Merci encore, Raphaël, de me le rappeler. Je l'ai noté déjà à mon côté dans la to-do list, mais c'est vrai que j'ai pas eu encore le temps. Et je vois qu'il y a une question, est-ce qu'un bon oreiller peut aider au sortir du corps? Oui, un bon oreiller, alors ça va vraiment dépendre des personnes. La position de sommeil, pareil, certaines personnes pensent qu'il faut absolument le faire en étant allongé sur le dos. La position allongée sur le dos est préconisée bien souvent avec la méthode directe, c'est-à-dire au moment de l'endormissement. Mais en réalité, c'est encore une fois une fausse idée. Ça va vraiment dépendre des personnes. Il faut choisir une position qui va nous permettre à la fois de nous relaxer, mais pas trop, pour pas qu'on plonge dans un sommeil profond. L'idée, c'est pour rester un peu entre les deux. Donc, une personne qui va s'endormir complètement dans un sommeil profond en étant allongée sur le dos, il faut surtout qu'elle évite d'être allongée sur le dos. Donc, l'oreiller, par exemple, peut aider justement pour une bonne relaxation et tout ça. Mais encore une fois, c'est pas un élément primordial. De manière générale, on recherche un certain confort, quoi. Merci. Jacqueline, j'ai pas compris ta question, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais préciser ce que tu souhaites dire? Merci. Annika qui dit comment obtenir le livre La Phase édition française. J'ai essayé via Amazon, mais c'est proposé seulement en édition anglaise. Alors, où se trouve Jacqueline? Si elle est en France… non, Annika. Jacqueline, j'ai pas compris sa question, son commentaire. Ah d'accord, oui. Alors, ça va dépendre si normalement, dans le Amazon France, il est disponible. Le livre, alors si elle est au Canada, effectivement, il y avait le cas de figure où Michael Radougad, qui a écrit La Phase, m'a dit que ça allait sortir prochainement parce qu'en fait, il avait diffusé un peu partout, mais qu'il y avait un certain temps pour que ça sorte dans les différentes marketplaces Amazon. En français, hein, je veux dire, hein, bien sûr. Ok. Françoise, si tu veux, donc j'ai écrit dans les commentaires, tu peux nous envoyer un mail. Je t'ai mis le mail dans les commentaires et nous te referons un lien d'inscription en expliquant ton problème pour la carte. Sylvie qui dit j'ai déjà eu l'occasion de faire une sortie hors de mon corps lors d'un stage de danse africaine. Je me suis vue danser, c'était surprenant. Super. Et d'ailleurs, souvent, alors là, ce type de projection qui se passe en journée, c'est typiquement ce qu'on ressent en fait lors d'épisodes de vision à distance. Quand c'est en pleine journée qu'on est réveillé, alors après bien sûr on peut jouer sur les mots et tout ça, hein. On peut dire voilà que c'est une sortie du corps, mais par exemple un collègue à moi qui s'appelle Marc Aubin, lui sera très catégorique là-dessus et vous dira attention c'est un épisode de vision à distance où la conscience se délocalise mais on est encore bien dans notre corps physique, on a cette perception, cette vue d'ensemble. Voilà. Après, moi, je dis toujours que c'est un état modifié de conscience et c'est super de toute façon. Et si on commence à avoir ça, justement, on a une perception bien souvent de la réalité physique. C'est la différence avec la sortie dite astrale, où la perception est vraiment une connexion au niveau quantique et on a un autre type d'information derrière. Merci. Alors, il y a Jacqueline qui a précisé son commentaire et en fait, elle dit est-ce que les modules de la formation se passent en direct ce soir? En fait, non. Alors, vous l'avez envoyé par mail et aussi lors de la conférence. Alors, voilà, là, je vous la remets à côté du chat si vous souhaitez vous inscrire. Normalement, vous avez une offre avec un bouton cliquable, un bouton vert. Et si vous cliquez dessus, ça vous amène vers la page d'inscription à la formation. Et la formation, elle est déjà faite. Vous y avez accès déjà. En plus, tous les modules sont directement accessibles, ça? Oui, c'est ça. Tous les modules sont directement accessibles. Vous pouvez passer du premier au dernier directement, même si je recommande voilà, de commencer dans l'ordre et de les faire dans l'ordre. Voilà. Donc, oui. Oui, non, je te laisse continuer, mais après ça, j'ai une question intéressante. Parce que je ne sais pas, en fait, peut-être que Jacqueline, tu n'es pas habituée aux formations en ligne. Donc, tu as un espace de formation sur lequel tu as toute la formation et tu peux y aller 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et c'est pas non plus limité dans le temps. Donc, tu peux les conserver.
tout est fait. Là, ce soir, c'était plus un question-réponse parce qu'on avait beaucoup de questions par rapport à la dernière fois. On n'avait pas eu le temps de vraiment tout répondre. Et ce que disait aussi Romain, c'est que pour ceux qui ont rejoint la formation, tu vas organiser quelques petits webinaires comme maintenant, en fait, de temps en temps, pour échanger justement avec les participants. Avec la particularité en fonction du nombre du fait qu'on puisse tous se voir. Si tout le monde télécharge Zoom par exemple et j'organise ça en fonction du nombre, hein, peut-être que je ferai des groupes restreints, mais l'idée c'est d'analyser les tentatives de chacun et qu'on voit un petit peu les pistes d'amélioration dans la pratique. Donc ce sera pour garder une sorte de proximité comme si on était en présentiel. Donc c'est l'idée de la formation, elle va inclure ça. Je pourrais pas dire combien encore, mais il y en aura quelques-unes dans l'année. Et j'en ferai régulièrement. Et il y a aussi derrière, je voulais dire, j'ai une question d'Annika qui est très intéressante. Est-ce qu'une sinusite chronique récurrente m'obligeant à me retourner plusieurs fois dans le lit, causant une congestion nasale, pourrait occasionner un problème à expérimenter des sorties de corps? Alors c'est une question très intéressante parce que moi-même pendant longtemps j'ai eu des sinusites à répétition. Maintenant j'en ai plus. Mais de temps en temps, des rhinites, j'ai une petite déviation de la cloison nasale qui est là. Et je me posais moi-même la question à une certaine période de ma vie, avec toutes les rhinites à répétition, les sinusites, si ça allait m'empêcher. Et j'ai remarqué que ça m'avait pas du tout empêché. Ça a été plus un problème d'ordre psychologique à la base, mais au contraire, ça a provoqué certains réveils liés à cette sinusite. Et j'ai profité de chacun de ces réveils pour faire des tentatives de sortie. Donc c'est possible, il faut juste s'enlever cette pression que ça peut générer à ce niveau-là. Et si on a des difficultés respiratoires éventuellement liées à la sinusite, on essaie de les accompagner au début, au moment de la sortie, et puis ils disparaissent pendant le temps de la sortie. Alors, Sylvie, je me sens… Attends, non, est-ce qu'un état de stress quotidien, travail, maison, etc. peut empêcher de faire l'expérience? Un état de stress quotidien. Alors, l'état de stress quotidien peut empêcher par moment la sortie du corps, mais il peut surtout provoquer un phénomène qui est totalement lié à la sortie du corps, qui est la paralysie du sommeil. J'en parlais lors de l'émission de la dernière fois. La paralysie du sommeil qui se caractérise par un réveil, donc la conscience émerge et le corps physique reste totalement paralysé, dans une sorte de cataplexie. À ce moment-là, il y a une perte totale du tonus musculaire. Et on peut expérimenter dans cet épisode certaines visions dites hypnagogiques au moment de l'endormissement ou hypnopompiques au moment du réveil, certaines visions parfois de créatures effrayantes si on ne sait pas ce qui nous arrive. Et en fait, c'est totalement lié. Donc, le stress va générer cet état à partir duquel on peut effectuer une sortie hors du corps. Normalement, sans problème, avec les différentes techniques que j'explique en temps normal. Et par contre, effectivement, il faut être conscient que si le stress a tendance à faire en sorte que dès qu'on se réveille, on est tout de suite dans un état de cogitation, là, effectivement, ça peut gêner. Parce qu'il faut être dans un minimum de lâcher prise au moment d'effectuer les techniques. Merci. Alors, Jacqueline, je me suis inscrite, mais je n'arrive pas à accéder au site. Est-ce que tu as reçu tes liens de connexion? Normalement, quand tu t'inscris, tu reçois tes liens de connexion et on passe immédiatement par mail. Si tu ne les as pas reçus par mail, regarde dans tes spams. Et si tu ne les as pas dans tes spams, on envoie directement chez toi. Oui, tu m'envoies directement chez moi. Le SAV, c'est quelle adresse mail? Tu peux envoyer à order @GaiaMéditation.com. Attaché? Oui, attaché. Ok. Voilà. Un SAV qui fonctionne du lundi au vendredi principalement, le samedi aussi, mais le dimanche en général, il est au repos. Raphaël, les acouphènes ou bruit strident dans les oreilles peut aider ou au contraire empêcher une sortie hors du corps? Alors, j'adore toutes ces synchronicités parce que j'avais très, très, très rarement eu la question depuis des années et en même pas l'espace de 2 semaines, j'ai au moins 3-4 personnes qui m'ont posé la question. Et moi-même, j'ai pas d'acouphènes à ce niveau-là, donc je pouvais pas vraiment répondre, même si dans ma théorie, et je l'ai eu la semaine dernière, la question aussi, dans la théorie, ça ne devait pas empêcher. Il faut au contraire accompagner tous ces sons, les emmener dans la sortie. Et j'ai eu il y a même pas 3-4 jours, le témoignage d'une personne qui souffre d'acouphènes et qui expliquait qu'elle vit en fait des sorties hors du corps, des paralysies du sommeil à la base, à partir duquel elle fait des sorties hors du corps régulières et qu'elle a ces acouphènes et qui pendant la sortie, au début de la sortie, elle continue de les percevoir et après elles disparaissent pendant la sortie.
elle ne les entend plus. Voilà. Merci. Donc, c'est totalement possible. Voilà. Lynn, lorsque j'arrive à la phase où mon corps vibre, mon cœur s'emballe. Comment dois-je faire pour ne pas être déconnecté? Comment faire pour passer ce stade et sortir de son corps sans être déconcentré? Le corps s'emballe au début, c'est parce que c'est une sensation à laquelle on n'est pas familier. Effectivement, par moment, certaines personnes vont même avoir l'impression que c'est toute la pièce dans laquelle ils se trouvent qui se met à trembler, comme si un train passait juste à côté. Parfois, la vibration est seulement localisée, elle peut être juste dans la tête. Parfois, elle est dans tout le corps entier. Et effectivement, quand on n'est pas habitué, ça crée une forte émotion. Et cette émotion, elle est liée à la gestion des émotions de manière générale. Donc, ce qui est recommandé, c'est quand ça arrive et qu'on commence à être conscient que ça fait partie des différents symptômes, c'est de se focaliser juste sur son souffle. Comme en pleine journée par rapport à la méditation, par exemple, on va se focaliser sur notre inspiration et respiration. On va se dire, c'est tout à fait normal, je continue ce que j'ai à faire. Il faut vraiment rester le plus strict possible par rapport au protocole et pas s'en détourner par rapport à ses émotions. Après, au début, effectivement, ça peut vraiment perturber et vous allez voir qu'au bout de quelques fois, quand vous allez ressentir ces vibrations, vous allez être en mesure de continuer dans l'avancée du protocole sans vous laisser happer et absorber par ces sensations qui ne sont plus nouvelles parce que vous les aurez déjà expérimentées quelques fois. Merci. Marie-Rose, il y a quelques années, sans le vouloir, un soir où j'étais allongée sur le dos, j'ai senti comme des secousses et je sentais que j'allais sortir par ma tête. J'ai eu très peur. Est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que l'on sort par sa tête? Énormément de personnes vont sortir par la tête. Je vais pas en faire une généralité parce que y a d'autres personnes qui disent qu'on a la sensation de sortir par ici. En ce qui me concerne, des fois, moi, c'est la sensation de quitter mon corps totalement. Des fois, j'ai eu la tête et ça m'est déjà arrivé par les pieds. Ça veut dire la sensation d'être tiré par les pieds carrément. Quand c'est arrivé, j'avais demandé à ce moment-là, j'étais en état vibratoire, donc la vibration s'accentuait. Et comme pour envie de changer de technique, j'ai demandé à ce qu'on m'assiste. J'ai demandé à des guides de m'assister à ce moment-là. En fait, peu importe, vous utilisez la méthode qui vous intéresse. Si vous pensez que vous croyez en votre ange gardien, si vous croyez en des guides, utilisez tous ces outils-là et vous demandez à ce qu'on vous aide. À ce moment-là, j'ai demandé à mes guides de m'aider à sortir. J'ai senti qu'on me tirait directement par les pieds. Donc voilà, c'est très intéressant et quand ça arrive finalement, plus c'est spontané et plus ça marche. Merci. Emmanuel, y a-t-il un risque d'épilepsie? Un médicament pour protéger une lésion cérébrale de l'épilepsie peut-il gêner une sortie hors du corps? Alors, y a-t-il des risques d'épilepsie? Depuis tous les ouvrages que j'ai lus, toutes les années de pratique, les différents témoignages, j'ai jamais eu de témoignage en ce sens. Donc, pour moi, il n'y a pas aucun risque d'épilepsie. Après, est-ce qu'un médicament pour protéger une lésion cérébrale de l'épilepsie peut-il gêner une sortie hors du corps? Très, très honnêtement, je pense pas. La seule question que j'ai toujours par rapport à ce qui est médicament ou substance autre, c'est que par moment, on va se trouver dans un état modifié de conscience altéré qui n'est pas forcément contrôlé. Donc, la question, c'est de savoir si tout ce qui se produit, notre aptitude à créer et à générer des intentions pures et de vraiment bien se calibrer, peuvent être par moment modifiées, selon moi, selon le degré des substances qui peuvent être prises ou effectivement de certains médicaments. Mais j'ai des personnes qui suivent des traitements par rapport à des maladies chroniques et qui font des sorties hors du corps en continu, régulièrement. Merci. Chère Jacqueline. Annika, étant en sortie du corps, est-ce que la cuisine se trouve à l'étage du bas et que la cuisine, se trouve à l'étage du bas? Doit-on éviter les escaliers? Alors, c'est très intéressant, Annika. Effectivement, je vois, c'est tout. Là, je sens que tu es pas loin de sortir hors du corps. Et effectivement, c'est les questions qui arrivent régulièrement. Tu vas voir qu'au début, peut-être par automatisme, tu vas vouloir prendre les escaliers pour y aller. Et puis après, petit à petit, plus tu vas être familier, plus tu vas te dire, mais je vais prendre le raccourci, je vais me téléporter directement. Et tu verras que dans les modules, plus tu vas avancer, plus tu seras familier à tout ça, plus tu auras l'automatisme de pratiquer les techniques pour t'y téléporter directement. 2021 va juste être génial. J'espère que vous le sentez comme ça. Hein. Oui, je le sens comme ça. Marie, oui, j'en ai fait. J'ai trouvé une solution, ne pas forcer, de vouloir bouger, refermer ses yeux et se calmer. Plusieurs fois, j'ai réussi à me réveiller avec ma toxicité musculaire et me débloquer mon corps qui ne peut plus bouger.
D'accord. J'imagine. Elle a corrigé tonicité, oui, j'ai toxicité. Oui, c'est ça. Oui, je pense que, alors, une solution de ne pas vous forcer, de vouloir bouger, refermer ses yeux et se calmer. Oui, effectivement. C'était lié à la sortie hors du corps. Donc, quand l'émotion monte d'un seul coup. Et c'est la même chose avec la paralysie du sommeil. Hein. Il est vraiment recommandé à ce moment-là de se détendre quand ça arrive parce que, comme je disais dans l'émission de la semaine dernière, on est dans un état d'induction hypnotique. Les ondes cérébrales sont 70% des ondes cérébrales sont des ondes θ qui correspondent donc à cet état hypnotique et on est donc très sujet et très sujet aux inductions hypnotiques. Donc la moindre intention, si par exemple on cherche absolument à se débattre de quelque chose, on va renforcer cette paralysie qui nous prend. Merci. Alors Fabienne. Ah ben oui, j'ai écrit Françoise, c'est pour ça que tu ne te reconnais pas. Je viens d'écrire un message. Donc, j'ai compris pour l'histoire de ta carte. Donc, si tu veux, envoie-nous un mail à contact@academiedusacré.com et nous te referons un lien d'inscription quand tu auras reçu ta carte. Fabienne, pas Françoise. Donc, voilà, le message est pour toi. Pierre Jarnac, quelles sont les techniques pour sortir automatiquement hors du corps? Alors, il y a différentes techniques. Je vais essayer de faire en condensé parce que il y a toute une formation pour ça, hein, parce qu'il y en a plein. Il y a plein de techniques pour sortir directement. Alors, sortie automatique, il faut savoir que ce sera pas juste en pleine journée comme ça. Il faut bénéficier d'un certain état de fatigue pour que le corps, lui, soit dans une forme de paralysie et il soit endormi. Donc, il va falloir emmener les ondes cérébrales à un certain niveau. Et puis, quand on est enfin dans cet état propice, la première chose, c'est d'essayer d'effectuer des techniques de séparation. On appelle ça les techniques de séparation. Comme leur nom l'indique, c'est d'essayer de se séparer. La plus simple, c'est d'essayer de se lever. Mais se lever avec une forte intention, sans bouger un seul muscle. Ça paraît bizarre comme ça parce que quand on l'a pas expérimenté, on se dit, mais alors qu'est-ce que ça veut dire de se lever sans bouger un seul muscle? En fait, quand vous êtes dans cet état, vous émettez juste cette intention en vous disant, je reste fixe. Et vous allez voir, dès que vous commencez à avoir une sensation d'un autre corps, bah, ça va être inné d'un seul coup et vous vous poserez plus de questions. Donc ça fait partie des techniques de séparation. Maintenant, il faut savoir que dès qu'on est dans cet état, les techniques de séparation ne marchent pas forcément. Il faut les appliquer pas plus de 5 secondes au début. On essaye à ce moment-là. Et si on n'est pas dans le bon état, il y a différentes techniques pour nous ramener dans le bon état. Et c'est surtout ces techniques qui vont être les plus utiles justement pour pouvoir augmenter notre taux de réussite pour faire des sorties hors du corps. Donc, de manière générale, profitez dès que vous avez un réveil nocturne et notamment au petit matin, d'essayer d'émettre l'intention de vous lever ou alors de rouler sur le côté, hein, si vous êtes sur le côté, par exemple. Et pourquoi même, vous pouvez même essayer de l'éviter tout simplement. Essayez de dire, je veux l'éviter et vous attendez, vous essayez de voir si vous sentez votre corps s'élever. Si vous êtes dans le bon état, la simple intention peut suffire à déclencher soit des symptômes, soit à vous séparer directement. Donc, les symptômes, il y a la vibration, il y a les bourdonnements, des sifflements. Il peut y avoir la sensation justement qu'il y ait une présence près de nous pour nous assister. Voilà, il y a plein de différents signes qui montrent qu'on est dans le bon état. Merci. Véronique, qu'entendez-vous par guide, comment et à qui demander? Pardon, excuse-moi, je n'ai pas entendu. Qu'entendez-vous par guide, comment et qui demander? Alors, un guide, encore une fois, voilà. Ça va être propre à chacun. Un guide, ça va dépendre des personnes. Je vais essayer de le faire de la manière la plus simple possible. Certaines personnes se disent accompagnées par un ange gardien, une présence. Certaines personnes disent que c'est leur moi supérieur, une partie d'eux en fait qui est plus énergétique, plus élevée. D'autres vont dire j'ai un ange gardien qui m'accompagne depuis que je suis tout petit. Et puis certaines personnes disent il y a des présences comme des guides, ça peut être un défunt, un grand-père ou une grand-mère, quelqu'un. Voilà, il y a différents types de guides et ces personnes, ça va dépendre tout simplement des croyances. Hein. Je suis pas là du tout pour imposer une croyance ou autre, mais servez-vous de vos croyances justement parce que c'est comme ça que ça marchera le mieux. Si vous croyez en un guide, en un ange ou autre, quelconque, bah, appelez-le et demandez-lui de vous aider si vous sentez que vous êtes dans une difficulté pour vous séparer. Merci. Mon chat monte sur moi quand j'essaie de commencer le protocole. Est-ce un frein? Alors là, bah, on arrive au sujet des animaux et notamment des chats. Alors, c'est pas la première fois que moi j'ai pas de chat, donc voilà, j'ai aucun problème à ce niveau-là. Mais j'ai énormément de personnes qui m'écrivent ça. J'ai des amis
qui me parlent. Par exemple, j'ai une amie que j'ai formée d'ailleurs et qui me disait que le jour où elle a senti qu'enfin elle allait se séparer, en plein milieu de la nuit, le chat est arrivé, il lui a sauté sur la poitrine, alors qu'il fait jamais ça. Il le fait jamais. Donc, effectivement, les chats peuvent être un frein à ce moment-là parce qu'effectivement, c'est pas nouveau. Je pense que je vous apprends rien. Certains animaux ont des perceptions que l'on n'a pas. Hein. Effectivement, il y a tout un spectre de la lumière qui est visible pour l'être humain et il y a une partie du spectre auquel on n'a pas accès avec nos sens physiques. Et les chats, il est fort probable qu'ils aient accès à d'autres choses, qui voient et qui perçoivent nos différents corps énergétiques. Et on peut imaginer, hein, ça c'est des suppositions, qu'au moment où on amorce une sortie, ils voient une perturbation de notre champ, notre corps émotionnel, de notre corps énergétique, et qu'à ce moment-là, ils arrivent justement pour soit pour nous protéger, parce qu'ils peuvent se dire qu'il y a quelque chose qui se produit, ou tout simplement pour empêcher la sortie. Peut-être qu'ils perçoivent ça comme une mort, par exemple. Merci. Alors, Marie-Rose, est-on capable de gérer toutes ces pensées? Dans l'exemple de tout à l'heure, quand j'ai failli sortir de ma tête, j'ai prié pour ne pas y aller car j'avais peur d'aller dans le bas astral. Est-ce qu'on ne risque pas d'aller là où nos pensées nous dirigent et peut-on le contrôler? Effectivement, les pensées nous emmènent dans un lieu et il faut juste savoir une chose, c'est que ce lieu, on se le crée. En partie. Après, je ne dis pas que c'est pas réel. À partir du moment où on crée quelque chose et qu'on le vit, ben on le vit comme quelque chose de réel. Il faut juste savoir que si on a émis cette pensée et qu'on a attiré cette chose-là, en vraiment une fraction de seconde, hein, je dis pas ça juste pour dire que c'est facile, c'est réellement facile. Je dis pas ça en disant que seulement les personnes plus expérimentées vont réussir à le faire. C'est vraiment, ça marche pour tout le monde. J'ai pu vraiment l'expérimenter avec toutes les personnes que j'ai formées depuis de nombreuses années. Il suffit juste à ce moment-là de penser à un épisode de notre vie réjouissant, d'émettre une émotion d'amour, penser à une personne qu'on aime et en un rien de temps, on passe à autre chose. Vraiment. La seule chose qui fait que cette perception du bas astral, comme certaines personnes l'appellent, persiste, c'est parce que souvent on a une méconnaissance de ces différents principes liés à la sortie du corps. Du coup, on est pris de peur. La peur va juste amplifier cette sensation et n'ayant pas connaissance des différentes possibilités de changer l'expérience, de vivre une expérience totalement merveilleuse, on va rester entre guillemets prisonnier pendant quelques secondes et très vite revenir à notre corps parce que la peur en général va nous faire revenir. Enfin, très rapidement du moins. Alors effectivement, plus on se débat, plus la paralysie du sommeil continue. Est-ce que quand on fait une sortie du corps, cela peut être dangereux? On dit souvent qu'un esprit malveillant peut prendre du coup ta place. Alors, il n'y a pas d'esprit malveillant qui vont prendre votre place lors d'une sortie de corps classique. Toutes ces histoires d'esprits qui peuvent prendre possession de votre corps, je les associe plus moi par moment, j'ai eu le témoignage d'une expérience de mort imminente d'une personne qui pour le coup a été un peu délicate. C'est-à-dire, globalement, les expériences de mort imminente, souvent les témoignages sont très bons, très positifs, de gens qui ont une grosse sensation d'amour, qui se sentent remplis d'amour d'un seul coup. Et ça m'est arrivé d'avoir le témoignage d'une personne qui a plus vécu, lors de cet épisode, la perception d'un être qui voulait prendre possession de son corps physique. Alors, je parle bien d'une expérience de mort imminente et pas d'une sortie du corps classique. Hein, on parle d'un accident et tout ça. Dans ce cas de figure, oui, je peux imaginer que notre corps énergétique, le corps éthérique, se détachant du corps physique, le corps physique n'est plus protégé d'une quelconque énergie. Et effectivement, on peut imaginer que il se passe des choses. Lors d'une sortie astrale, il n'y a strictement aucun problème. Vous êtes juste une antenne émettrice et réceptrice. Vous allez émettre certaines choses, vous allez recevoir un programme en conséquence. Vous allez effectivement, si vous avez cette perception, vous détacher d'un corps physique, et à ce moment-là, il est toujours relié au corps énergétique, le corps éthérique, et il n'y a strictement rien qui peut se passer. Merci. Et c'est vraiment étroitement lié aux différents cycles du sommeil, aux différentes phases du sommeil. Donc, on parle plus d'un état modifié de conscience à proprement parler que d'un corps qui est délaissé totalement de notre âme. Emmanuela, je prends régulièrement des somnifères car je souffre d'insomnie. Est-ce qu'il serait préférable d'éviter la prise de cachet lorsque l'on veut essayer la sortie du corps? Effectivement, je pense que la prise de cachet va perturber votre pratique, notamment avec la méthode indirecte. Si vous voulez pratiquer cette méthode qui consiste à effectuer des sorties lors de réveil,
différents réveils, il y a un certain protocole à effectuer. Ça peut effectivement perturber la pratique parce que on va rechercher certains réveils même très très courts pour essayer des techniques. Et si les somnifères nous ont complètement shooté et endormi, il va être difficile à ce moment-là d'avoir une conscience pleine de tout ce qu'on est en train de faire au moment du micro-réveil. Merci. Qu'appelles-tu le bon état? Le bon état, c'est le fameux état de phase. Donc la phase, comme je le disais la semaine dernière, c'est un état qui est aujourd'hui reconnu d'un point de vue scientifique. C'est un état entre la veille et le sommeil. Donc on est par exemple endormi et on va commencer à se réveiller. Et au moment du réveil, en général, bien souvent, on est déjà dans le bon état. C'est la seule chose, c'est qu'on n'a pas conscience de tout ça. Donc on va avoir des perceptions qu'on va dire totalement réelles, liées au plan physique, alors qu'elles ne le sont pas. Ça arrive très 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 régulièrement et demandez par exemple si vous avez un conjoint, demandez-lui si vous percevez votre conjoint faire un certain bruit à un moment donné où vous parlez, vous dire quelque chose. Au petit matin, demandez-lui si vous l'a réellement dit parce que bien souvent dans cet état-là, on va commencer à percevoir certaines choses qui ne sont pas réelles dans le plan physique. Et plusieurs mouvements qu'on va effectuer lors d'un micro-réveil ne sont pas des mouvements du corps physique. Je donne un exemple, vous vous réveillez, vous vous dites, allez, je vais changer de position. Votre corps physique ne bouge pas, vous bougez avec votre corps dit astral. Et vous vous rendormez, vous replongez dans un rêve, et alors que vous étiez dans le bon état. Donc c'est strictement, il faut savoir que donc cette phase, qui est aujourd'hui donc reconnue scientifiquement, c'est un état intermédiaire. Et dans cette phase, il va se passer des paralysies du sommeil, des sorties du corps, ce qu'on appelle aussi les faux réveils, la sensation de se réveiller en plein rêve, on a l'impression d'être réveillé, de se réveiller, on se dit bon bah je vais commencer ma journée et en fait on est endormi. Donc on prend conscience de ça, de nouveau rebelote, on se réveille mais on est encore dans un rêve et le truc continue comme ça, comme dans Inception, quoi. Alors, Sophie, bonsoir à tous, merci pour tous tes partages Romain. J'ai encore du mal à faire la différence entre le voyage astral et la vision à distance. Est-ce que tu pourrais m'éclairer? La vision à distance, donc c'est aussi un état modifié de conscience, sauf que celui-là, c'est vraiment un état de conscience délocalisé dans le sens où cette conscience, il y a différents types aussi de vision à distance. Il y a la vision à distance où on va essayer de percevoir des choses dans le temps et des choses aussi qu'on peut essayer de percevoir en pleine journée. Et c'est vraiment la nuance parce que c'est pas directement lié au cycle du sommeil, aux phases du sommeil. À ce moment-là, la vision à distance qui est beaucoup plus rare, mais je pense que dans l'absolu, pareil, je pense que tout le monde, par différentes méthodes et protocoles, peuvent pratiquer à différents niveaux. Et il y a certaines personnes qui ont cette capacité déjà débloquée par nature. Je pense notamment au projet Stargate qui a été utilisé il y a pas mal de temps par la CIA. Il faut savoir que plusieurs branches dans le monde entier, que ce soit les Russes ou aux États-Unis, même en France, ont leur branche d'espions psychiques. Et ils ont utilisé, du moins de manière officielle, il y a les documents officiels qui reconnaissent tout ça, ils ont utilisé pendant un certain moment des personnes qui avaient ces capacités-là. Donc cette perception, elle va être faite dans la sensation où on a une sensation bien souvent de se projeter quelque part. On n'a pas réellement la sensation de sortir de notre corps, d'être autour de notre corps directement, mais on va avoir une sorte de projection, une vision d'ensemble de quelque chose, une vision parfois à 360 degrés. Parfois, ça va être un détail, on va zoomer sur un détail bien précis, d'un détail qui fait partie de la réalité physique. Et si ça vous intéresse de creuser un peu plus le sujet sur la vision à distance, vous pouvez taper justement ça sur Internet ou en anglais Remote Viewing. Et vous verrez donc que ça a été utilisé depuis de nombreuses années, même par l'armée, où je pense aux Américains qui ils utilisaient ça comme outil supplémentaire. Par exemple, pour espionner les Russes pendant la guerre froide. Et ils avaient remarqué notamment, ils avaient pris au début la première personne qui avait fait ça, ils l'avaient pris pour un fou. Ils avaient dit OK. Il avait dessiné carrément toute le sous-marin que les Russes étaient en train de construire dans une falaise en fait qu'ils avaient creusée et bien sûr derrière il avait dit il avait décrit même le jour où ce sous-marin serait de sortie pour la première fois. À ce moment-là, donc les Américains ont quand même placé leur satellite et ils ont pu photographier tout ce qui avait été décrit. Mais on utilise la vision à distance aussi pour au niveau des gros groupes pétroliers, Total ou plein de grands groupes pétroliers utilisent des personnes qui font de la vision à distance pour localiser plus facilement à plusieurs certains sites particuliers pour pouvoir extraire
du pétrole ou autre chose. Ouais. Merci. Je vais poser une question qui avait été posée lors de la conférence. Peut-on faire l'expérience à deux, organiser nos sorties du corps et se retrouver dans l'astral? Alors, l'expérience, si vous la faites à deux, de toutes les personnes qui ont essayé, on a essayé de faire des protocoles comme ça. Il peut y avoir les deux personnes qui réussissent à sortir, qui se retrouvent, mais bien souvent, le témoignage ne va pas être le même de ce qu'ils ont vécu. Ils peuvent avoir ressenti la même chose, mais pas forcément la même chose, parce que la sortie hors du corps classique comme ça, de manière ordinaire, liée à différentes techniques qu'on va faire, c'est une sortie qui est vraiment liée à notre état émotionnel, ce qui se trouve dans notre subconscient et notre capacité à nous calibrer à une certaine chose. J'ai lu tout de même une fois un témoignage de personnes, d'un couple qui s'était retrouvé au même endroit, et la description de la fille, de la femme, a dit « Ah, tu es arrivé et tu as voulu me mettre un couteau dans le dos ». C'est la description, donc je l'ai lu à l'écrit, je ne peux pas vous dire que c'était authentique. Et en fait, il se trouve que son conjoint a dit « C'est exactement ce que j'ai essayé de te faire pour rigoler ». Pour rigoler. C'est un couteau dans le dos en rigolant, dans les airs comme ça, mais voilà, c'était le même témoignage. Voilà. Et ce qui s'était dit tous les deux, viens, on va s'amuser à faire ça, du moins ça faisait pas partie du témoignage écrit. Mais bon. On est dans le jeu quand même. De mon côté, du moins, avec les différentes expériences auxquelles j'ai participé dans des programmes de recherche, on remarque que les personnes peuvent sortir en même temps. Elles peuvent se retrouver sur un plan. Il peut y avoir effectivement des informations liées, communes, mais le décor ne va pas forcément être le même. Ça dépend s'il y a il peut y avoir des détails qui changent. Par exemple, si on demande à tout le monde on va tous se retrouver sur la Lune, il y aura des descriptions différentes. Tout le monde ne va pas décrire exactement la même chose. Okay. Peut-on, lors de l'action personnelle, demander à rencontrer un défunt que l'on a connu, et si oui, peut-on réellement échanger avec lui? J'ai une coupure au tout début là, de la phrase, excuse-moi. Peut-on, lors de l'action personnelle, demander à rencontrer un défunt que l'on a connu, et si oui, peut-on réellement échanger avec eux? Est-ce notre mental qui va créer les réponses, ou au contraire, allons-nous obtenir des réponses à nos questions du défunt lui-même? Alors, très très bonne question. Et effectivement, c'est une des premières applications de la sortie hors du corps, celle qui est une des plus recherchées, rencontrer les défunts pour vivre, pour faire le deuil tout simplement, pouvoir dire des choses qu'on n'a pas pu exprimer aux personnes parfois parties trop vite. Et lors de la sortie hors du corps, c'est totalement une des applications qu'on peut avoir comme intention, qu'on va ajouter dans notre plan d'action. Je recommande juste pas de la faire dès le début, parce que bien souvent, c'est bien d'abord de se familiariser avec tout l'environnement de la sortie du corps. Et vous pouvez le faire au bout de la troisième tentative. Et si vous avez déjà réussi à sortir au moins une ou deux fois, ensuite, vous pouvez commencer à l'implémenter. Selon moi, je pense que ça évite d'avoir une frustration de se dire « j'étais à deux doigts de le faire et j'ai pas pu le faire ». Donc, au début, on commence par des choses plus simples et ensuite, on va le faire. Donc, on émet l'intention de rencontrer la personne. Surtout, très important, il faut surtout pas s'attacher à l'apparence de la personne. Comme je le disais, certaines personnes vont percevoir la personne telle qu'elle était lors de ces derniers jours. Certains vont la percevoir telle qu'ils l'ont connue quand ils étaient enfants. Il y a tous ces genres de détails, on va oublier. Et c'est surtout ensuite la nature de l'échange qui compte. Ce qui se dit. Et aussi, très important, quand on a affaire à une personne en face de nous, si on pose une question en particulier, on va essayer de reposer la question pour essayer de vérifier l'information. Et on peut ajouter une question très, très simple derrière. Par exemple, comment je m'appelle ? Si on pense rencontrer, je dis ça par exemple, ma grand-mère, et que je lui parle, elle va me donner certaines informations, et derrière, je vais lui demander comment je m'appelle. Si elle répond pas, que tu t'appelles Romain et qu'elle me dit n'importe quoi, derrière, je peux remettre en question ce qui est en train de se produire. Me dire que peut-être je suis pas dans très bien calibré et que j'ai plus soit un esprit joueur, un autre type de réponse derrière qui m'est donné. D'accord, ok. En fait, il y a un jeu de forme qui se met en place dans ce jeu. Voilà. Mais je l'ai utilisé plusieurs fois de mon côté. Moi, c'était mes grands-parents et je l'ai fait pour un animal, une amie qui venait de perdre son chien. Donc, le chien me parlait télépathiquement et aussi une autre amie qui voulait parler à son frère. Donc, j'ai eu des informations, j'ai donné des informations qui me semblaient assez bizarres et finalement qui étaient très vérifiées derrière, qui ont pu être vérifiées. Ok. EMI, PMO inconditionnel, aucun jugement. Ok. Est-il conseillé de voyager avec son Merkaba quand on réussit une sortie hors du corps? Est-ce qu'on a une Merkaba quand on fait une sortie hors du corps? Alors,
Moi, très honnêtement, j'ai pas porté attention à tout ça. Certaines personnes vont dire oui, on a ce véhicule. Oui, je pense que on voyage avec une sorte de véhicule énergétique, la Merkaba. Voilà. Est-ce que certaines personnes l'aperçoivent? Il y en a qui me disent que oui et d'autres qui disent que non. Moi-même, je m'attarde pas dessus. Je n'ai pas perçu de Merkaba lors de mes sorties. Je pense que si j'émettais l'intention justement de percevoir cette Merkaba, je pourrais commencer à percevoir quelque chose. Merci. Alors, j'ai lu lorsque l'on rêve de glisser ou tomber, que l'on sursaute dans son sommeil, et le fait que l'on soit sorti de son corps et que l'on revient à l'intérieur malgré. Voilà, attends. J'ai lu que lorsqu'on rêve de glisser ou tomber et que l'on sursaute dans son sommeil, c'est le fait que l'on soit sorti de son corps et que l'on revienne à l'intérieur maladroitement. Est-ce que c'est ça? Ça fait partie des symptômes de l'état de phase. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est déjà sorti, mais c'est justement le fameux état dont je parlais, le bon état, à partir duquel on peut amorcer une sortie du corps. Donc, ça fait partie des symptômes. Je disais tout à l'heure qu'il y avait soit la perception de bruit, une voix, un toc-toc, un bourdonnement. On peut avoir au début, comme point de départ, des hallucinations visuelles, hypnagogiques, visuelles, des petites formes qui commencent à apparaître. Et justement, ça peut faire partie, la sensation d'un seul coup de chuter dans le vide ou de revenir d'un seul coup, ça fait partie justement de ces différents symptômes. Merci. Et oui, Emmanuela, on peut acquérir des connaissances lors d'une sortie hors du corps. Tu en as largement parlé quand même. On a beaucoup parlé la semaine dernière, effectivement. Et notamment aussi comment te soigner si tu as un souci. Oui, exactement. Tu peux essayer de poser des questions par rapport à tout ça si tu as un souci pour obtenir une piste pour mieux te soigner dans le quotidien, par exemple. Marie-Isabelle te remercie. Fabienne, faut-il être endormi pour faire la sortie du corps? Je ne comprends pas comment suivre le protocole si nous sommes endormis. Je verrai, je pense, quand je recevrai la formation. Effectivement, oui, il y a plusieurs phases. Donc, soit on tente des sorties du corps avant de dormir. Au moment de s'endormir, le but, c'est de s'approcher de l'endormissement, mais surtout pas de s'endormir. Donc, il y a des techniques justement pour essayer de calibrer d'une personne à l'autre. C'est pour ça qu'il faut savoir qu'il n'y a pas une méthode. Je propose plusieurs méthodes parce qu'il n'y a pas une méthode qui va marcher sur tout le monde à 100%. Certaines personnes vont être plus à même de faire des sorties au moment de l'endormissement et d'autres au moment d'un réveil. Moi-même, pendant de nombreuses années, c'est vraiment plus particulièrement au moment d'un réveil que ça m'arrivait. Et j'ai eu d'autres périodes, là c'était vraiment plus dans l'enfance où c'était au moment de l'endormissement. Mais c'était les fameux épisodes de paralysie du sommeil à l'endormissement. Et j'en ai eu au moment du réveil aussi. Merci. Peut-on accéder à notre futur lors d'une sortie astrale? Et si oui, on pourrait imaginer changer le cours des choses? Peut-on accéder au futur? On a accès, comme je le disais la dernière fois, pour ceux qui sont familiers avec la physique quantique, au champ unifié. C'est un champ d'information. Et on ne parle pas d'un futur à proprement parler dans le sens linéaire des choses, passé, présent, puis futur, mais on a accès à une information. Toute cette information existe déjà. En physique quantique, on dit qu'on a devant nous un tas de futurs potentiels qui s'ouvrent à nous. Et au niveau du passé, pareil, on a différents passés, des lignes du passé qu'on aurait pu emprunter en fonction des choix qu'on aurait aimé faire. Et donc, effectivement, on va être en mesure de vivre certains éléments, mais on ne va pas les vivre à proprement parler exactement comme ils se produiraient dans la réalité physique. On peut avoir des informations, des éléments liés à ce futur, et si c'est lié à un passé, on peut demander à faire ce qu'on appelle un revisiting, donc c'est revisiter un événement qu'on a vécu et essayer d'en modifier le contenu pour justement modifier cette ligne de temps qu'on a empruntée et que de nouvelles choses s'ouvrent à nous. C'est le principe même du blocage énergétique et émotionnel. Le but, on va revisiter un événement pour débloquer une émotion ou une énergie qui empêche la réalisation de certains objectifs. Merci. Alors, j'ai fait des paralysies du sommeil pendant des années avec des hallucinations d'un esprit qui me mettait des coups de couteau. Je sentais toute la douleur. J'étais plaquée contre le coin de mon plafond. Depuis quelques années, je n'en ai plus refait. As-tu une idée comment peux-tu expliquer que d'un seul coup, on ne fait plus de paralysie du sommeil et pourquoi ma paralysie du sommeil était toujours liée avec mes hallucinations malveillantes à mon égard? Est-ce que c'était un homme ou une femme qui a posé la question? Une femme.
Une femme, d'accord. Parce que là, en parallèle, je me penche sur pas mal d'études qui sont faites justement par rapport à la paralysie du sommeil, pour savoir aussi si c'est plus courant chez les hommes, chez les femmes. Les raisons sont aussi légèrement différentes chez les hommes. Ils sont beaucoup plus sensibles à l'état de fatigue et à l'état de stress. Ils vont être en mesure de vivre beaucoup de paralysie du sommeil liée à ça, alors que les femmes, ça va être différent. Est-ce que c'est hormonal? Est-ce que c'est lié à tout ça? Là-dessus, on n'y est pas encore. On n'a pas encore les réponses. Mais comment expliquer que ça s'arrête du jour au lendemain? En l'occurrence, moi, mes paralysies du sommeil se sont arrêtées le jour où mon père m'a expliqué où était ma grand-mère. C'est-à-dire, j'étais jeune et ma grand-mère est partie comme ça assez vite et j'avais pas compris ce qui était réellement arrivé. Et donc, c'est la première fois que je faisais face à la mort. Et quand mon père m'a donné une première explication, à partir de là, toutes mes paralysies du sommeil se sont arrêtées. Donc, de mon côté, c'était principalement l'aspect traumatisant de l'expérience qui avait provoqué les paralysies du sommeil. Il faut essayer de se poser la question de savoir si c'est lié à ton état de stress, si c'est lié plus à ta fatigue générale, donc une perturbation des cycles du sommeil, ou si c'est lié à un événement potentiellement traumatisant. Si tu arrives, selon toi, à identifier l'une des trois causes, ça fait partie des trois causes majeures, hein. Il y en a sûrement d'autres, mais celle-là, c'est les trois causes majeures. Si tu arrives à identifier ça, tu vas pouvoir ensuite travailler dessus et te dire ah, effectivement, là, je remarque que mes paralysies du sommeil ont disparu. À ce moment-là, effectivement, il faut observer si tu étais dans une période où d'un seul coup, tu t'es mis à dormir beaucoup mieux ou si, en parallèle, tous les événements stressants de ta vie quotidienne avaient disparu pour une raison ou une autre. Sophie, j'ai commencé à regarder tes vidéos sur YouTube, elles sont géniales, mais en faisant pause, ça va très vite pour moi sur certaines. Tu donnes beaucoup d'infos, le rythme de la formation est-il plus progressif? Oui, dans la formation, en fait, j'ai tout segmenté en des vidéos beaucoup plus courtes, à part le module 1 où ils sont encore un peu plus longues, mais j'ai tout segmenté et j'ai rajouté beaucoup de vidéos, donc des vidéos parfois de 2-3 minutes. Bien sûr, vous pouvez mettre pause tranquillement, mais vraiment pour décortiquer chaque aspect de la sortie hors du corps et du protocole. Donc, effectivement, et surtout, vous y avez accès du téléphone, de la tablette, de l'ordinateur, 24 heures sur 24. Et tant qu'il n'y ait pas un bug sur le serveur. Vous ne m'avez pas fait de retour. Est-ce que vous la voyez, la formation? Parce que normalement, elle doit apparaître à côté de la vidéo au-dessus du chat. Moi, je ne vois pas la même chose que vous. Donc, est-ce que vous le voyez apparaître, s'il vous plaît? Emmanuel, ne pas voir la même chose, c'est déjà la réalité dans cette vie terrestre. CF, les témoignages sur un accident, sur quelque chose qui arrive dans la nature. C'est super. C'est ça, totalement. Hein, voilà. Je crois que on peut pas mieux résumer que ce que tu viens de dire. La perception des choses déjà dans la vie terrestre, elle est différente d'une personne à l'autre. Donc, en sortir du corps, vouloir vivre une même expérience, vouloir se retrouver et vivre la même chose, du moins la décrire de la même façon, c'est pas évident. Merci. Annika, j'ai fait un rêve lucide dans lequel j'ai vu un pont couvert. Il y avait mon bien-aimé à qui je n'ai pas pu dire au revoir. Je pédalais dans le vide, je ne touchais pas le sol, avec une intense hâte de le retrouver. Mais au moment où j'allais toucher le plancher du pont, j'ai entendu un bruit tranchant comme une épée qui m'a ramené brusquement dans mon lit. Alors je me demande ce que je n'ai pas fait correctement. Effectivement, donc ça c'est un rêve lucide. Hein, je l'expliquais dans la première vidéo, c'est très proche de la sortie du corps, sauf que on accède à cet état de conscience à partir du sommeil. On est donc en train de rêver et on devient lucide. Mais effectivement, dans ces états, on peut accéder à différentes choses comme celle-là, rencontrer un proche. Pourquoi ne pas avoir réussi à ce moment-là à commencer donc cette marche vers lui en mettant le pied, donc si je dis bien, sur le pont, au moment d'arriver sur le pont? Moi, j'ai une question derrière, c'est de savoir comment était son état émotionnel à ce moment-là. Est-ce qu'elle était très, très excitée ou pas? Parce que rien que ça, je le parlais tout à l'heure, la gestion des émotions, c'est un facteur déterminant. Arriver à rester dans un état suffisamment calme, mais suffisamment actif à la fois pour pas tomber dans une léthargie et plonger encore plus dans le sommeil et perdre la lucidité. Donc ça peut être une des raisons. On peut donner aussi une raison plus vibratoire et énergétique, se dire peut-être que c'était pas encore le bon moment. Donc ça veut, pour moi, j'explique toujours ça par rapport au fait que de toute façon tout est un miroir de notre état vibratoire. Donc ça veut dire que pour l'instant on n'est pas encore en mesure
on n'est pas encore prêt forcément. Donc, il y a plusieurs raisons. Mais bien souvent, je mets ça sur le compte plus de la surexcitation, l'émotion qui est très, très forte et qui provoque un retour. Merci. Est-ce que rêver de tomber dans un précipice, c'est une sortie hors du corps? Comme je le disais tout à l'heure, rêver de tomber dans un précipice, ça peut être un symptôme de l'approche à l'état de phase. Donc, ce fameux état à partir desquels on peut amorcer la sortie hors du corps. Ça fait partie d'ailleurs, vous verrez dans la formation, des techniques qu'on peut avoir. Au moment où vous vous réveillez, vous pouvez vous dire, allez, je saute vous faites comme s'il y avait un précipice à côté du lit et vous dites juste, je m'y jette directement. Il faut avoir envie de le faire, mais il faut juste savoir qu'il ne peut rien nous arriver de mauvais à ce moment-là. Et ça fait partie des techniques pour sortir directement et ensuite, à partir de là, amorcer une téléportation. Mais je ne rentre pas trop tout de suite dans les détails, sinon je vais embrouiller tout le monde. Sandrine, est-ce que c'est dérangeant d'avoir quelqu'un avec soi dans le lit lorsqu'on fait une sortie hors du corps? Si on est dérangé pendant cette phase, il y aura un enfant qui vient nous voir au même moment. Oui, alors c'est bien souvent une difficulté qu'on peut rencontrer. En réalité, encore une fois, je le dis, c'est notre mental qui joue des tours parce qu'on se dit qu'on n'est pas tout seul. On se dit qu'à un moment donné, on va être dérangé. Et bien souvent, d'ailleurs, quand on commence à le faire et qu'on est allongé à côté de quelqu'un, on se pose tellement la question qu'on est persuadé que la personne commence à nous déranger au moment de sortir, alors qu'en fait, elle est totalement endormie. Donc, moi, ça m'est arrivé avec ma conjointe plusieurs fois à des moments où je vais sortir et qu'en fait, elle me dit « Ah non, reste là !» Enfin, voilà. Alors que c'était une totale hallucination du début de sortie parce que, bien sûr, elle dormait totalement, quoi. Ou des trucs très drôles, souvent, où on va se mettre à vouloir me chatouiller au moment où je veux faire ma sortie. Donc, voilà, ma conjointe va s'amuser à me chatouiller alors qu'en réalité, elle n'est pas du tout en train de me chatouiller, elle est juste en train de dormir. Mais ayant connaissance de tout ça, moi, je continue ma sortie derrière. Voilà. Il faut juste le savoir. C'est des choses qui arrivent et ça arrive bien souvent, mais il n'y a aucun problème normalement. Au moment de l'endormissement, j'ai une sorte de panique et je me réveille. Est-ce un frein? Cette sorte de panique, justement, qui peut arriver au moment de l'endormissement, il faut s'en servir, justement. L'endormissement, quand on commence à s'endormir, petit à petit, les ondes cérébrales vont diminuer. Et à un moment donné, on va passer dans le sommeil. Et par moment, justement, si cette sorte de panique peut nous permettre de nous réveiller, de nous faire revenir, ça va marcher avec ce qu'on appelle la méthode directe qui est dans la formation. En sort, ça va nous permettre d'émerger de cette fameuse perte temporaire de conscience, à partir de laquelle il faudra vite faire des techniques, mais vraiment dans l'instant qui arrive, si on revient. Alors bien sûr, si c'est une panique forte et que du coup, encore une fois, je parlais de la gestion des émotions, elle nous empêche du coup de gérer les émotions, du coup, ça nous sort un petit peu de l'état recherché. Donc voilà, il faut s'en servir et savoir petit à petit la dompter quand même, cette panique. Merci. Alors, si mes chakras ne sont pas alignés, est-ce que cela peut empêcher une sortie hors du corps? Est-ce qu'un soin énergétique pourrait faciliter les futures tentatives de sortie hors du corps? Effectivement, par rapport aux chakras alignés ou pas, je dirais que ça n'empêchera pas la sortie, mais ça va plus rendre difficile ce qu'on veut obtenir pendant la sortie. Encore une fois, je le disais la semaine dernière, en connaissant toutes les techniques, les différents protocoles, les taux de réussite sont très très élevés pour faire la sortie. Après, effectivement, l'histoire de chakras alignés, le taux vibratoire, tout ça, ça va être propre à chacun pour obtenir certaines choses. C'est sûr que certaines personnes vont vouloir voyager sur certains plans avec des êtres multidimensionnels, rencontrer des défunts, tout ça. Ça demande une capacité à vraiment se calibrer de manière juste à une certaine intention, à une certaine fréquence. Donc, le soin énergétique, il va servir à tout ça. Vous réharmoniser avec vous-même pour pouvoir calibrer plus facilement vos intentions. Pareil pour les chakras alignés. Martine, rêver que l'on vole au-dessus des gens ou d'une ville est une mini-sortie hors du corps? Alors, si vous rêvez que vous volez au-dessus de gens ou d'une ville, souvent, quand on commence à voler pendant un rêve, c'est qu'on est proche d'un rêve lucide. Donc, on est proche de cet état, on est proche de l'état de phase, à partir duquel on peut faire une sortie hors du corps. Mais encore une fois, à partir du moment où vous rêvez, vous faites un rêve lucide, moi je dis toujours, vous n'avez même pas besoin d'aller chercher à faire une sortie hors du corps. Parce que dans cet état, déjà, après, c'est plus facile à dire pour moi parce que c'est vrai que je baigne là-dedans depuis très longtemps et je passe mon temps à décortiquer toutes les différentes études, à travailler dessus, là-dessus. On est dans un état propice à une reprogrammation du subconscient, à revivre certaines choses d'un point de vue émotionnel, recréer une nouvelle biochimie dans tout notre corps. Donc, pas besoin de perdre du temps à forcément vouloir vivre une sortie hors du corps. À partir de là, on peut déjà le faire. Donc,
Rêver qu'on est en train de voler au-dessus d'une ville ou de personnes, c'est souvent le point de départ à un rêve lucide. Parfois, on est lucide et on commence à le faire. Donc voilà, c'est souvent une des premières choses qu'on va faire. Donc, il y a des méthodes. Il y a des méthodes pour pouvoir déclencher le rêve lucide à partir de là. C'est notamment, si vous rêvez de ça le matin, essayez de noter vos rêves. Notez vos rêves sur un journal des rêves et vous allez voir que petit à petit, il y a des éléments qui vont être redondants. Parfois, on ne se rend pas compte, vous allez voir, vous allez passer une semaine et vous allez noter que vous avez rêvé d'une même personne. Et en temps normal, si vous n'étiez pas posé le matin même au réveil pour écrire vos rêves, vous aurez oublié que vous avez rêvé cette personne. Comme s'il y avait un message, en quelque sorte. Et le fait d'écrire « je rêve de Monsieur X », là, je dis comme ça, à tel moment, de l'écrire et de vous rendre compte que vous rêvez à chaque fois de cette personne, fait qu'au moment du rêve, comme vous aurez eu conscience que c'est une personne qui intervient régulièrement dans le rêve, vous allez commencer à questionner le rêve. Et vous allez commencer à vous dire « ah, il y a Monsieur X dans le rêve, mais est-ce que je serais pas dans un rêve ?» Vous allez effectuer donc ce qu'on appelle des tests de réalité. Vous allez par exemple regarder vos mains et vous allez voir que vous avez 6 doigts. Bingo, vous êtes dans un rêve, vous devenez lucide. Voilà. Super, merci. Annika, tu m'as fait trop rire. Oui, écris son nom et le reste, je ne le dirai pas en direct. Je sais pas ce qui t'arrive, mais pourquoi pas. Voilà. Fabienne, Audrey, as-tu déjà fait des sorties hors du corps? Eh bien non, ma mère, oui. Donc elle m'en a parlé déjà depuis longtemps. Mais c'est vrai que ce n'est pas encore une expérience qui m'est arrivée. Et alors, en ce qui concerne la formation de Romain, pour l'instant, j'ai fait toute la théorie, donc le module 1. Et je ferai la pratique quand je rentre chez moi, quand je vais voir mon fils à partir du 19 février. Je pense qu'on va faire ça ensemble parce que je lui ai parlé de Romain, je lui ai envoyé la vidéo. Je croyais que ce qui l'intéressait le plus, c'était le voyage astral, mais c'était plus le fait que tu sois passé à The Voice. Mais D'accord. Mais en fait, je pense que comme j'y vais pendant 15 jours, on va se faire ce petit programme-là ensemble. Et pourquoi je n'ai pas commencé plus tôt, c'est parce que je co-anime déjà beaucoup de formations et j'en suis également pour moi. Ce qui fait que là, je suis peut-être à cette formation déjà pour une même semaine. Donc, je vais attendre les vacances pour celle-ci, mais elle est sur ma liste. Et je vous ferai des retours d'ailleurs, vraiment. Hein. Si je fais des beaux voyages comme ça, je ferai certainement des vidéos témoignages. Tu pourras faire 2 voice en voyage astral. Exactement. À défaut d'avoir la voix pour dans la vraie vie. Tu vas voir, tu peux être vraiment étonné parce que justement, il y a plein de personnes qui s'amusent à chanter en voyage astral justement et ils adorent la voix qu'ils ont à ce moment-là. C'est hyper facile d'avoir une justesse de fou. On a l'impression qu'on a le meilleur ingé son du monde qui est en train de nous faire le meilleur mix qui existe. Est-ce qu'on peut ramener ça dans la vie on ramène ça de manière… Il y a une amie à moi qui du coup fait des sorties du corps aussi maintenant parce que voilà, j'ai formé déjà pas mal mon entourage avant de former d'autres personnes et donc ça fait un moment maintenant qu'elle pratique et elle m'a posé la question justement s'il était possible de ramener tout ça parce qu'elle a la sensation quand elle revient presque elle se met à chanter pour voir si elle a pas gagné cette aptitude. Ce que je dis toujours, ce qu'on gagne surtout à ce niveau-là, c'est une libération. On se rend pas compte à quel point dans la vie de tous les jours, on a subi quand on était enfant des moqueries, quand on se mettait à chanter ou à danser. On essaie de mettre de côté notre enfant intérieur à ce niveau-là. On commence à perdre en confiance. Et le fait de pouvoir le faire, d'exprimer cette créativité en sortir du corps et de se libérer de tout ça, fait qu'on se reconnecte à une chose, notre créativité et notre confiance en soi. On le remarque d'ailleurs, toutes les études montrent que les personnes qui commencent à faire des rêves lucides et des sortir du corps ont beaucoup moins de peur de manière générale. Donc, on fait des tests avec des cases de réalité virtuelle, on met des éléments effrayants et on observe l'imagerie cérébrale et voir les stimuli, tout ce qui se produit. Toutes les personnes qui pratiquent le rêve lucide et la sortie hors du corps ont une meilleure gestion de tous ces événements potentiellement effrayants qu'on va leur présenter. Donc, meilleure gestion des émotions, plus de confiance en soi globalement dans la vie, une compréhension plus large de la réalité dans le sens où elle n'est pas juste limitée à la réalité physique et ensuite une plus grande expression de la créativité. Merci. Alors, je vous remercie. Je constate qu'avec ton explication, l'intensité du bonheur peut amoindrir la capacité de rencontrer ceux que nous aimons. Alors justement, c'est plus la gestion de l'émotion. Ça ne veut pas dire que le bonheur ne doit pas être là. Ça veut dire que le bonheur doit être là,
on ne doit pas laisser ce bonheur nous dominer. Dans le sens où on doit l'accueillir, bien sûr, on doit accueillir l'émotion telle qu'elle arrive, on doit même se sentir traversé de cette émotion, mais on ne doit pas se détourner du but premier qui est, par exemple, si c'est de poser une question, on doit rester focalisé là-dessus. Souvent, ça va nous détourner de cette question qu'on voulait poser. À moins que tout simplement, notre but, c'est juste d'être traversé par cette émotion et de dire, bon, ça m'est arrivé 2-3 fois de me dire, bon, je laisse de côté mon plan d'action volontairement parce que je me souviens d'une fois là, récemment, je me suis retrouvé en plein milieu d'un safari et j'avais devant moi les zèbres, tout était tellement pur et réel, je me suis juste assis, j'ai vu une pierre et je me suis dit, je vais m'asseoir dessus et je vais juste contempler, je laisse tout de côté, c'est tellement merveilleux ce que je suis en train de vivre et de recevoir de ce que je vois que je laisse juste ça se produire. Donc, effectivement, ça ne veut pas dire, ce bonheur, encore une fois, c'est se dire, est-ce qu'il va nous détourner de l'intention première qui est par moment de poser des questions à un défunt, de lui parler, de communiquer avec lui. Et c'est dans ce sens où je dis il va falloir gérer l'émotion, dans le sens de dire ok, le bonheur est là, l'émotion est là, mais je me reste focalisé sur ce que je dois faire. Sinon, c'est quoi? En fait, c'est comme si notre fréquence était là, notre antenne est là. D'un seul coup, on voit la personne, elle est surexcitée, elle fait ça, alors que le but, c'est de rester là, le plus possible. Donc, c'est tout ce qu'on va pratiquer lors de la méditation, par exemple, la méditation de pleine conscience, et qui a fait ses preuves d'ailleurs pour la sortie du corps, par rapport au rêve lucide aussi, pouvoir réussir à canaliser. Ça rejoint un peu la question de tout à l'heure, est-ce qu'avoir les chakras alignés par rapport à tout ça? Quand on est dans une sortie, le but, c'est de rester le plus centré possible. Toujours dans l'accueil de l'émotion, mais pas se laisser submerger par l'émotion. Merci. Est-ce que lors d'une sortie hors du corps, des êtres réels peuvent nous voir, comme par exemple des reptiliens? Lors de sortir du corps, est-ce que des êtres réels peuvent nous voir? Ah oui, alors bon, à ce niveau-là, moi je vous dirais que tous les êtres qui peuvent nous percevoir, on l'a vu, j'ai parlé des chats tout à l'heure, les chats qui commencent à percevoir certaines choses. Il y a eu des expériences aussi qui ont été faites avec un expérienceur assez connu aux États-Unis et il mettait un chat un coup dans la cage à côté de lui et un coup dans l'immeuble qui était à côté. Et ils observaient les différences d'une nuit à l'autre par rapport au comportement. Donc, on peut imaginer que le chat réagissait différemment en fonction s'il était de l'autre côté de l'immeuble ou s'il était à côté de la personne. On parlait du chat, donc pourquoi pas s'il est reptilien. Pour ceux qui croient aux extraterrestres, aux reptiliens, effectivement, on peut se dire qu'ils nous perçoivent. De toute façon, moi, là, je vous apporte juste ma croyance et encore une fois, je l'impose à personne. C'est strictement personnel. Moi, je crois en existence extraterrestre, mais pas forcément juste d'un point de vue géographique sur notre planète, tout simplement même sur un autre plan vibratoire. Et je l'ai effectivement expérimenté. Donc c'est pour ça que je vous dis que moi j'y crois. Hein. Pour moi c'est juste réel. Et donc cette perception, il y a des êtres qui peuvent se trouver là et vous pouvez interagir avec eux directement. Et justement, oui. On va parler dans ce cas-là plus d'une conscience cosmique que extraterrestre. On peut dire oui extra-physique quelque part. Et là c'est sécure. Pardon? Et là, si on rencontre des êtres qui sont sur un autre plan vibratoire, oui. Est-ce que c'est toujours safe pour… Toujours safe, oui, toujours safe. Il n'y a pas de souci, encore une fois, on est les maîtres à bord. C'est vraiment ça qu'il faut savoir, c'est que on est vraiment le capitaine. Il n'y a pas de… Tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut rencontrer, on est le réalisateur du film. C'est vraiment la nuance avec d'autres épisodes. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la vision à distance. Dans ce domaine, effectivement, il y avait des options psychiques, que ce soit chez les Russes ou les Américains, où le but, c'était d'essayer de contrer tout ça. Contrer, par exemple, quand ils sentaient qu'il y avait un espionnage, ils envoyaient d'autres personnes sur un autre niveau énergétique pour essayer de contrer tout ça. Là, je parle de la sortie hors du corps. Alors, c'est sûr que le terme, encore une fois, l'expression sortir hors du corps est trompeuse à ce niveau-là. Parce qu'on pense directement à une sortie, on pense qu'on laisse notre enveloppe physique libre. Du coup, on pense tout de suite à un danger d'être possédé. Et encore une fois, c'est pas que mon expérience, c'est l'expérience de nombreux spécialistes dans le domaine qui vous rapporteront strictement la même chose. Et comme par hasard, les seules personnes qui vont rapporter des cas de possession ou autre chose, c'est des personnes qui ne l'ont jamais expérimenté, qui vont rapporter l'histoire. Okay. Et si on rêve de passer les nuages, le ciel bleu pour atteindre un autre monde avec des couleurs éblouissantes et magnifiques, est-ce un voyage astral, un rêve lucide ou encore autre chose? En fait, il y a des rêves très intenses.
J'en parlais la semaine dernière, je te parlais des cauchemars, des terreurs nocturnes, par exemple. Là, en parlant de terreurs nocturnes, c'est des trucs qu'on va vivre de manière très réelle, avec la différence ou pas par moment. Parfois, on devient lucide. Ça devient un cauchemar lucide et des fois, on ne l'est pas. Et c'est la même chose pour les rêves. Vous allez faire des rêves à des moments très, très intenses, souvent, bien souvent, au petit matin, là où les rêves sont les plus vifs. On passe beaucoup de temps dans le sommeil paradoxal. Au niveau de tout ce qui se passe au niveau de la glande pinéale, la mélatonine a eu le temps d'être transformée et parfois arriver en diméthyltryptamine, la fameuse DMT, qui va provoquer justement ce type de vision très vive. Il y a d'autres mutations de la mélatonine qui correspondent à ce qu'on retrouve chez les anguilles électriques, par exemple. Donc, cet aspect très luminescent, de la vision très luminescente, beaucoup de lumière dans les rêves, des couleurs très, très vives. Et la seule différence qui va se produire à ce moment-là, c'est la lucidité ou pas. Et ça, il y a des exercices pour faire émerger cette conscience et être conscient de ce qu'on est en train de vivre. Donc, effectivement, vous êtes très, très, très proche de l'état de phase et de faire une sortie hors du corps si vous le voulez. Si vous voulez absolument, à partir de cet état que vous devenez conscient, de passer du rêve lucide à la sortie hors du corps, il y a différentes méthodes. Et je vais en donner une, là, par exemple, pour ceux qui veulent. C'est de se dire, à partir de maintenant, vous êtes conscient, vous êtes dans un rêve, et vous dites, à partir de maintenant, je vais me réveiller en passant à travers cette porte que vous voyez, par exemple. Je me réveille et j'amorce la sortie hors du corps. Donc, vous passez à travers la porte, boum, vous vous réveillez, vous faites la technique de séparation et vous sortez. La seule différence, c'est que vous êtes passé d'un état conscient éveillé à un état conscient endormi. C'est, voilà. Merci. Annika, dans le jardin, il m'est apparu une fois, il m'a apparu une fois et c'était merveilleux, mais dès que j'ai prononcé son prénom, je ne le voyais plus. Alors j'imagine que l'immense bonheur de le revoir m'a coupé de lui. Oui, encore une fois, c'est possible. Et alors, j'ai une chose dont je n'ai pas parlé tout à l'heure aussi, c'est la peur inconsciente. Donc, une peur inconsciente de ne pas pouvoir justement communiquer avec lui. Prenons l'exemple dans le quotidien. Donc, il y a une personne qui vous a quitté assez vite. Vous avez envie de la retrouver en sortir du corps. Vous avez cette peur logée quelque part dans votre subconscient de vous dire, mais et si j'arrive pas à communiquer avec lui, si j'arrive pas à juste lui dire ce que j'ai envie de lui dire. Donc, cette moindre peur, au moment de la sortie, vous le voyez. Mais c'est tellement, voilà, c'est le cas de dire trop beau pour être vrai. C'est tellement beau et tellement réel que l'émotion vous submerge. Et cette moindre petite peur qui est logée dans le subconscient peut juste vous empêcher à ce moment-là d'y accéder. Merci. Merci Annika pour tes commentaires. Et merci Fabienne aussi. En fait, la sortie hors du corps apporte une connaissance de l'au-delà, donc plus besoin d'être dans la peur, consciente ou pas, sur l'après-vie terrestre. Ça apporte de la paix et de la détente, du coup, une vie beaucoup plus fluide, non? C'est ça. On peut dire, je pense, que l'une des plus grandes peurs dans cette vie, c'est la peur de la mort. Que ça soit la peur de la mort après cette vie terrestre ou la peur de vivre une vie comme si on était mort dans cette vie terrestre. C'est se dire passer à côté de la vraie vie, quoi. Hein, on vit une vie, on met trop boulot dodo, on n'est pas épanoui. Donc, c'est la peur majeure, je pense, dans notre société, la peur de la mort. Donc, effectivement, faire la sortie hors du corps, ça permet de prendre conscience d'autres dimensions, de l'existence d'autres corps, qu'on n'est pas simplement ce corps physique. Et du coup, ça nous enlève, en grande partie, du moins, cette peur de la mort. Je le pense profondément. Et puis tous les témoignages des personnes que j'ai eu le plaisir d'écouter disent la même chose. Alors oui, effectivement, bien 10 ans auparavant, mon grand-père qui est décédé, j'avais 12 ans, il a voulu nous prévenir d'une situation de mort de ma demi-sœur en me faisant peur, car j'étais la plus proche de ma demi-sœur. Plaqué contre le lit, flagellant dans la figure, bout de 2 ans sur la joue de ma demi-sœur le jour de son anniversaire, etc. Pour que je parle de cette situation, pour que quelqu'un de ma famille qui fait les cartes voit que ma demi-sœur risquait une mort certaine, sauf si on était prévenu de l'événement futur, pour cette mort, pour l'éviter. J'ai mis 15 ans pour ne plus avoir peur la nuit, et si je dormais seule, je dormais systématiquement avec une petite lumière pour me rassurer. Je pense que c'est un rapport à ce que tu as dit, un trauma dû à cette peur. Par la suite, à mes 17 ans, j'ai vu un défunt en ouvrant la porte. À mes 25 ans, j'ai eu une main sur mon épaule. Depuis 2 ans, je vois encore plus, j'entends, je ressens. Et j'ai même depuis quelques mois des flashs et des visions. Je pense que j'ai des capacités médiumniques que je m'efforçais de me détourner, de peur de revivre ça. Je ne me sens pas prête à voir des défunts. Pour cela que je posais la question si la sortie hors du corps et qu'on a des capacités médiumniques était-ce dangereux?
Encore une fois, c'est un outil. La seule question, c'est de savoir ce que vous voulez en faire. C'est vraiment, il n'y a pas de danger par rapport à ça, même par rapport aux défunts. Encore une fois, hein, vous pouvez choisir de vivre quelque chose totalement différent. Il y a un spécialiste. Je t'en parlais la semaine dernière. Ça m'a fait beaucoup sourire quand j'avais vu ça. Et il racontait. C'est vraiment un spécialiste de la sortie du corps aussi. Hein, et lui, il a juste décidé à un moment donné, dès qu'il voyait justement des défunts au loin, il a décidé pendant un moment de juste réaliser ses rêves d'enfant et du coup de faire se comporter comme dans Dragon Ball Z. Je sais pas si ça te parle de comme un super héros et faire des boules énergétiques et de se créer des ennemis et de les éliminer comme ça avec de la lumière. Il disait je deviens un être de lumière et je peux exploiter mon plein potentiel d'être de lumière en me débarrassant des ennemis qu'il y a. Donc non, voilà, un choix encore une fois. Quand je serai habillée en Sailor Moon, ça se trouve, je le croiserai quelque part. Moi-même, voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus, voilà, parce que c'est pas le sujet de cet échange, mais j'ai eu certaines capacités qui ont autres capacités justement liées aux défunts comme ça qui ont commencé à se débloquer, mais plus jeune, hein, pareil, suite à mes paralysies du sommeil, tout ça, ma reconnexion à mes sources aussi, une partie de mes sources, ma mère est de l'île de Bali, d'avoir rencontré tout le monde et c'est déclenché plusieurs choses à cette époque. Et encore une fois, on m'a expliqué que c'était un choix. Je pouvais choisir d'y aller pleinement ou pas. Et j'ai juste décidé à un moment donné de mettre ça en pause. Voilà. Et une fois, je l'ai réactivé beaucoup plus tard, 10 ans après, et j'ai remis en pause pour l'instant parce que pour l'instant, je me sens pas prêt par rapport à ça. J'ai pas spécialement, j'ai pas encore l'appel. Mais donc, c'est pas là pour rien. C'est un outil. J'ai coutume de comparer ça un peu au film de super-héros. Vous voyez un être humain qui subit d'un seul coup une expérience et se retrouve avec un pouvoir qu'il ne connaît pas. Donc, du coup, au début, il est perturbé. Ce pouvoir va être parfois destructeur. Il ne va pas réussir à le contrôler. Et le jour où il décide de le canaliser, ça devient un super outil, quoi, où il va pouvoir sauver plein de personnes et lui-même, indirectement, il se sauve lui-même. Donc, c'est pour moi un peu la même chose. Si vous avez des dons quelconques, c'est à vous de choisir, en fait. Le libre arbitre est là, mais c'est souvent qu'on n'a pas cette conscience qu'on a ce libre arbitre. Merci. Et du moins, surtout en sortir du corps. Hein. Vraiment, la sortir du corps, le pouvoir créateur s'exprime pleinement à ce moment-là, donc vous pouvez le choisir pleinement. Est-ce peu recommandable de se faire réveiller pendant une sortie hors du corps? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui va se passer lors d'une sortie hors du corps? C'est que je dis peu recommandable. Vous allez éviter que ça soit lors d'un sommeil quelconque. Si vous n'êtes pas dans le bon cycle du sommeil, de toute façon, et vous êtes dans un sommeil profond, qu'on vous réveille à ce moment-là, par exemple, vous allez être on a l'habitude de le dire, je me sens déphasé. Je me sens un peu groggy, voilà. Pas trop dans mes pompes. C'est exactement la même chose avec une sortie hors du corps. Si vous avancez un voyage et que d'un seul coup, on vous rappelle, vous pouvez ressentir ça pendant un petit moment. Ça dure quelques minutes. Ça peut durer 1 ou 2 heures éventuellement, mais c'est juste, voilà, vous avez juste à vous poser en réalité, hein, et vous reconnecter à vous-même. Vous ancrez et puis c'est bon. C'est pas, il y a aucun réel danger. C'est juste que le cœur, on vous réveille, vous êtes dans un autre état. Vous pouvez avoir le cœur qui accélère légèrement, mais c'est pas un réel problème. Merci. Et Marie qui te dit « Désolée pour mes messages pas très jolis à raconter, mais ce sont des questions que je me suis beaucoup posées ce lien avec la paralysie du sommeil. Ce soir, grâce à toi, j'ai eu beaucoup de réponses à ces questions qui sont restées sans réponse pendant des années. Et je t'en remercie infiniment d'avoir mis des mots et des explications à ma paralysie du sommeil. » Je t'en prie. Vraiment, je t'en prie. Et encore une fois, hein, pour toutes les personnes qui m'écoutent ce soir et qui ne me connaissent pas, c'est vraiment la raison la plus importante pour laquelle j'ai décidé vraiment de consacrer une grande partie du coup de ma vie à tout ça, tout ce qui m'était arrivé, et je me suis dit qu'il était temps de le partager à plus de personnes, parce que justement, c'est pour toutes ces raisons-là, quand je lis ce témoignage, voilà, j'ai vécu ça aussi, le besoin de mettre une petite lumière, je le racontais la semaine dernière, pour m'endormir, parce que j'avais ces peurs-là qui étaient là pendant des années. Et moi, j'ai eu cette chance, entre guillemets, d'arriver à m'en libérer de tout ça et d'en vivre des expériences fabuleuses et vraiment merveilleuses vers l'âge de 16-17 ans. Mais il y a des personnes qui le vivent encore jusqu'à 50 ans, cette paralysie du sommeil, et qui s'en libèrent que maintenant. Ils me l'écrivent aujourd'hui, ils auraient aimé tomber sur tout ça plus tôt. Et c'est vrai quand on pense qu'on passe
au moins un tiers de notre vie à dormir dans notre lit, on va vivre des rêves, on va vivre des cauchemars, des terreurs nocturnes, on peut vivre des épisodes parfois très perturbants, on va faire des rêves prémonitoires, des fois des prémonitions qui sont plutôt bonnes, des fois des mauvaises. Et c'est vrai que voilà, c'est pour moi devenu très important de se focaliser, de porter plus attention à tous ces signes, toutes ces choses qui se passent. Et parce qu'on peut faire énormément de choses et surtout redevenir conscient dans cette phase où on est normalement complètement endormi. Merci. Je vais prendre les 2 dernières questions. Est-ce un peu prétentieux de vouloir rencontrer le divin lors d'une sortie? Moi, je trouve qu'il n'y a strictement aucune prétention à ça. Encore une fois, je disais, vous le verrez même dans la formation, je l'explique à un moment donné, lors d'une sortie hors du corps, on est sur un plan où la morale terrestre n'a pas lieu. Vous faites strictement ce que vous avez envie de faire. Et encore une fois, c'est le miroir de vos émotions. Vous êtes vous-même le juge de vous-même. Donc, vous voyagez, vous êtes en sortie hors du corps, vous vous retrouvez dans une maison. Si vous avez envie de fouiller dans un tiroir, il n'y aura pas la police pour vous dire vous êtes en train de fouiller dans un tiroir. De toute façon, il ne s'agit pas d'un tiroir physique à proprement parler qui est sur le plan physique. Vous allez y trouver parfois des éléments de réponse à des questions que vous vous posez. Donc, maintenant, si vous avez envie de rencontrer le divin, émettez cette intention et vous allez retrouver quelque chose aligné avec votre intention. Et je pense qu'il n'y a aucun mal à ça. On fait bien des rêves justement où d'un seul coup on va rencontrer des anges. Certaines personnes vont dire pourquoi pas j'ai rencontré Dieu dans un rêve et il m'a parlé et il s'est adressé à moi. Pour moi il n'y a pas de réel problème. De toute façon, si on n'est pas prêt pour le voir, on le verra pas. Merci beaucoup. Et enfin, n'y a-t-il pas des règles à transgresser? Je pense notamment à se retrouver au sein de notre famille ou chez des amis, habitant très loin et on vient leur rendre visite pendant la nuit. Est-ce possible de le faire ainsi ou c'est considéré comme une violation de la sphère privée? Car j'imagine que tout n'est pas permis. Alors, tu vois, juste là, ça répond à ce que j'étais en train de dire justement là, il y a quelques instants. Tout est propre à chacun. Comme je disais, il n'y a pas de règles à proprement parler comme sur le plan terrestre et physique. Il n'y a pas une police qui va nous en empêcher. Et encore une fois, je pense qu'on va s'adresser à une part énergétique, une part informationnelle de la personne. En ce qui me concerne, moi, j'ai la croyance, effectivement, que on est bien plus qu'un corps physique et que même pendant la nuit, on va rencontrer des dormeurs et tout ça. Donc, effectivement, à ce niveau-là, moi, si je rencontre des êtres quelconques, je préfère avant d'établir mon intention, avant de m'endormir, avant de me réveiller, d'établir cette intention et de demander tout simplement à être en mesure de rencontrer telle ou telle personne. Mais après ça, encore une fois, je pense vous n'allez pas agir directement ou d'un point de vue physique sur la personne. On en parlait par rapport à l'aspect de guérison. Est-ce qu'il est possible de guérir quelqu'un lors d'une sortie hors du corps? Tout ce qui est fait est lié à notre émotion et à notre subconscient. Et à notre capacité à calibrer notre antenne à ce champ d'information autour de nous. Donc, le voyage que vous allez faire, si vous allez très très loin à l'autre bout du monde, voir un membre de votre famille qui est de l'autre bout du monde, faites l'expérience, vous allez lui demander le lendemain si elle a senti quand vous lui chatouillez les pieds, et vous verrez que bien souvent, elle vous dira qu'elle a rien senti. C'est vraiment la nuance, justement, j'en parlais tout à l'heure avec ces épisodes de vision à distance et la sortie hors du corps. La vision à distance, vous allez pouvoir être en mesure de voir beaucoup plus en détail vérifiable ce qui se passe sur la réalité physique. Merci beaucoup. C'est vraiment, je rappelle pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre cette superbe formation que vous avez le lien à côté de la vidéo, enfin en dessous si vous le voyez en replay et si vous le voyez en direct, quelque part à côté, au-dessus du chat. Et donc voilà, donc bienvenue. Il y a déjà nombre d'entre vous qui êtes là ce soir qui avaient déjà suivi cette aventure. Donc moi je vais la suivre avec vous. Donc je pense que je vais rejoindre. Il y a un groupe Facebook aussi privé pour ceux qui ont rejoint la formation. Oui. Donc ça va être intéressant de voir les témoignages des uns et des autres. Et puis voilà. Et je suis ravie de m'embarquer avec vous tous dans ce voyage. Tous aussi ceux de la communauté de l'Académie du Sacré, et de vous retrouver justement pour des partages d'expériences. Moi, je vous ai dit, je m'y mets à partir des vacances de février, et puis on se raconte tout ça en mars. Si tu es d'accord, on va quand même prendre une dernière question, parce que pour l'instant, elle ne ressemble pas aux autres. Sandrine, et pour les personnes qui dorment très peu, genre 3 heures de sommeil par nuit, est-il possible de faire un voyage astral?
Il est possible aussi d'en faire. Ça va être juste différent. Les protocoles vont être différents. Il va falloir soit se servir du moindre endormissement ou le moindre réveil. Dès que vous avez un réveil, vous essayez de le faire. Vous allez juste avoir moins de tentatives possibles. Parce qu'effectivement, plus la nuit est longue, plus en fin de nuit, on expérimente des micro-réveils. Donc, beaucoup plus de réveils successifs. Par exemple, vous avez tous expérimenté. Si vous dormez, vous décidez de faire la grasse mat, arrivé en fin de nuit, vous commencez à avoir plus de moments où vous endormez, vous vous réveillez et tout ça. Et vous allez avoir donc plus de tentatives possibles. Mais si c'est 3 heures de sommeil par nuit, essayez de le faire à l'endormissement avec certaines techniques ou au réveil. Mais j'explique un petit peu tout ça, ces techniques dans la formation. Et il est possible. J'ai une personne qui n'y arrivait pas du tout là, dernièrement, qui travaillait, qui est camionneur en fait. Il faisait des livraisons et il dormait très peu. Il dormait dans son camion. Et il me demandait s'il était possible de le faire parce que ses nuits étaient souvent très très courtes. Et il disait que jusqu'à présent, il n'y arrivait pas. Et en fait, juste après avoir parlé avec moi, où je lui ai juste dit ça, il faut croire que j'ai juste débloqué ce doute qu'il avait en lui et il a fait des sorties derrière. Alors certes, comme il le disait, effectivement, il a juste moins de tentatives possibles. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour toutes les questions auxquelles tu as pris le temps de répondre ce soir. C'est d'ailleurs très, très apprécié dans le chat. Et merci à vous pour votre dynamisme et vos questions qui vont vraiment servir. Il y a des personnes qui étaient désolées, qui auraient voulu être là ce soir, mais qui travaillaient ou qui ne pouvaient pas, ou ceci, cela. Et je pense que, on avait vraiment des personnes avec des questions très intelligentes qui vont servir à tous et qui ont permis encore d'explorer plus largement ce monde du voyage astral. Donc voilà, merci à cette collaboration. Je rajouterais juste une chose, justement, pour ceux qui ont déjà commencé la formation. Au début, on est forcément très excité, on a envie de le faire à tout prix. Et Audrey a bien raison, elle l'a dit tout à l'heure, elle a déjà des formations en cours, elle va préférer le faire dans quelques jours quand elle sera avec son fils. Voilà, choisissez vraiment au début. Alors, quand vous regardez toutes les vidéos théoriques, hein, vous pouvez déjà commencer à les regarder. Mais au moment où vous allez commencer à faire vos premières tentatives, essayez vraiment d'optimiser ces moments-là, les sacraliser, de choisir des moments où vous allez être tranquille. Ça peut être le week-end, si vous êtes beaucoup plus libre le week-end, parce que c'est vraiment là que vous allez mettre toute votre intention, où vous allez vraiment vous impliquer et du coup vivre vos premières sorties assez rapidement. Parce qu'il y a un des facteurs qui fait qu'on commence à en vivre d'un seul coup plusieurs, c'est si nos premières sorties sont fructueuses. Si on commence à vouloir se précipiter, qu'on n'a pas encore assimilé et qu'on fait des sorties et que du coup, on essaye de faire des sorties et qu'on vit des échecs, on nourrit une frustration qui fait qu'on va commencer à rentrer dans un cercle vicieux qui va rendre la chose un peu plus difficile. Du coup, on va devoir faire un tour dans le groupe Facebook que j'ai créé, poser des questions. Est-ce que j'ai bien fait ci, j'ai bien fait ça? Et bien souvent, on se rend compte qu'on a été juste trop vite. Voilà. Okay. Donc, prenez le temps de sacraliser tout ça et de bien le faire. Rien ne sert de courir, on va voler bientôt. Voilà, c'est ça, totalement. Totalement. Merci pour vos messages. À bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde, merci à vous.